Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Hamza. Bonjour Majdeline. Merci Hamza d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Hamza, tu es growth hacker. Exactement. On va avoir l'occasion de revenir plus en détail sur ton métier, mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Hamza, j'ai bientôt 30 ans et je vis en région parisienne, donc près de Versailles plus précisément. J'ai toujours vécu en fait en région parisienne de manière générale. J'ai fait un bac littéraire pour un peu les prémices des choses. Et je suis ensuite parti vers des études d'art. Donc j'ai fait un double cursus, donc licence en art plastique et licence esthétique et sciences de l'art à l'université Paris 1. Et ensuite je suis parti vers un master en médiation de l'art contemporain où j'ai pu faire un mémoire sur le marché de l'art. Et je me suis dirigé ensuite vers un début de thèse que j'ai pas fini. D'accord, super. Donc après ce master et après toutes ces recherches autour de l'art contemporain, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es parti vers quelle entreprise ? Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que déjà parallèlement à mes études, j'ai fait un certain nombre de métiers. J'ai un parcours assez atypique. J'ai travaillé dans le milieu de l'éducation. J'ai aussi été professeur d'art plastique aussi, mais sans avoir le diplôme là en contractuel. J'ai travaillé aussi dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances. J'ai été aussi hôte de caisse plusieurs années. Et puis ensuite, le Covid est arrivé. Et donc, j'ai dû me remettre en question, comme énormément de personnes, malheureusement. Et chercher ce que j'allais bien pouvoir faire. Parce que c'est vrai que le milieu de l'art, c'est un milieu très, très bouché. Et donc, je suis parti j'ai décidé en fait, de me réorienter vers le domaine du marketing digital. Et donc d'être growth. Donc j'ai travaillé quelques mois en freelance dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai fait 1 an d'alternance dans une boîte canadienne. C'était assez cool. Et ensuite, j'ai fait 3 mois dans une boîte en Suisse. Et là, j'essaye de faire un peu des missions en freelance encore de nouveau. Et voilà. Hamza, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les termes growth hacking, est-ce que tu peux traduire concrètement ce que c'est qu'un growth hacker ? Alors, je ne pourrais pas t'apporter de définition concrète en anglais, mais ce que je peux dire, c'est que le growth hacker est un générateur de croissance des entreprises. Donc, un growth hacker peut très bien travailler pour une grosse entreprise comme une start-up, comme une licorne. Et en fait, il doit trouver en fait des techniques et des moyens, des techniques en marketing digital qui permet en fait de faire grossir l'entreprise en générant un maximum de leads déjà dans un premier temps, et donc pour faire grossir l'entreprise, faire connaître le service ou le produit de l'entreprise, et ensuite faire grossir le chiffre d'affaires, parce que c'est aussi ça le but, sachant que le gros hacker il est surtout considéré un peu, enfin tout le monde le voit comme ça, comme un peu le magicien du marketing et le magicien du digital, qui va pouvoir générer un maximum de prospects, de leads, et donc faire grossir un maximum l'entreprise et son chiffre d'affaires, mais avec le moins de moyens possible. Il y a des gens qui pensent que tu n'as pas besoin de mettre 1 euro dans des techniques de growth ou des techniques marketing digital, ce qui est totalement faux. Tu dois quand même payer les outils, il y a quand même du temps, et ça prend pas mal de temps à mettre en place, et surtout avoir de la data derrière, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et donc voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est un générateur de croissance qui doit trouver des techniques pour faire grossir l'entreprise, peu importe sa taille, grossir son chiffre d'affaires, amener un maximum de leads, faire connaître un maximum le service ou le produit proposé par l'entreprise avec le moins de moyens financiers possible. Ok. Et quelles sont les missions quotidiennes finalement d'un growth hacker ? Alors, pour un growth, il n'y a pas vraiment de missions qui sont ancrées et figées.
Encore une fois, ça dépend vraiment de la structure dans laquelle tu es. Ça dépend du business model de l'entreprise. Ça dépend aussi des envies de l'entreprise. Ça dépend de si elle veut vraiment axer ses actions sur plus de la stratégie de contenu ou plus sur du marketing pur et simple. Ça dépend aussi si le service proposé il est en B2B ou en B2C. Ça dépend aussi de la zone géographique dans laquelle tu es parce que du coup, tu vas pas du tout avoir les mêmes clients et pas du tout avoir le même business model tout simplement. Mais je dirais que les missions principales sont surtout liées au fait de générer des leads, faire connaître l'entreprise ou le service ou le produit, mettre en place des stratégies de contenu, stratégie SEO, stratégie SIA aussi. Il peut être amené aussi à avoir, ben ça c'est plutôt rare, mais bon, en tout cas moi je l'ai déjà fait, à être amené à, par exemple si tu as un gros hacker qui arrive dans une boîte où il n'y a rien, le gros hacker peut être amené à partir from scratch, donc c'est-à-dire mettre en place, créer intégralement le site internet, mettre un tracking ultra complet sur le site. Donc tu es un peu un couteau suisse finalement du marketing digital. C'est ça. C'est vrai que dans le gros hacking, je crois que c'est un des seuls métiers où t'es vraiment un touche à tout. T'es vraiment touche à tout. Après, il y a quand même des entreprises qui aiment un peu étiqueter les grosses en leur disant bah voilà, toi tu vas être expert CRM, expert SEO, toi tu vas t'occuper que de la stratégie de contenu et donc la personne sera plus un community manager finalement qu'un growth. Mais c'est vrai que le community managing c'est aussi une branche du growth. En fait, dans le growth hacking, pour faire simple, c'est juste une sorte de grosse boule. C'est un métier voilà, où tu as plein de choses. Et c'est un métier qui est ultra complet. Et pour les personnes qui veulent faire ce métier, je leur conseille vraiment de se renseigner sur toutes ces branches-là du growth. Parce que même si après les gens tombent dans une entreprise où ils vont être un peu étiquetés, expert SEO ou autre, bah c'est un peu pas mal de toucher à tout, et y compris au code. D'accord, ok, y compris au code. Parce que là, tu as cité quasi 6-7 métiers du marketing digital. C'est vrai que, ouais, il y a, je dirais, moi, il y a peut-être une quinzaine, voire une vingtaine de métiers différents qui font partie du growth, qui sont des branches du growth, mais qu'il est vraiment bon de maîtriser. Ok. Donc, de ce que je comprends, pour être growth hacker, il faut avoir déjà cette compétence de curiosité. Est-ce que tu verrais d'autres compétences importantes à avoir pour faire ce métier ? Alors exactement, justement, tu mets le doigt dessus. Pour exercer ce métier de growth, il faut avoir une curiosité extrême, mais réellement, ne pas forcément être curieux que dans le métier du growth ou que dans les métiers du digital. Moi, ce que je dis toujours, c'est que plus les gens se cultivent de manière générale et mieux c'est. Et donc oui, il faut avoir cet esprit de curiosité, être avide de connaissances, mais dans tout. Avoir un peu un grain, un aspect aussi artistique. Faut avoir des qualités rédactionnelles, savoir écrire, savoir vendre, savoir se vendre. C'est vrai qu'il y a une grosse part de création quand même dans le growth qui est assez minimisée malheureusement et qui est une vraie valeur ajoutée dans le growth, et je peux que encourager les personnes qui veulent faire ce métier à travailler cette fibre artistique. C'est super important, vraiment. Attention Hamza, la question gagne-pain, combien ça gagne un growth hacker ? La question. Alors on l'a pas appelé la question gagne-pain pour rien. Oui, je comprends mieux. Ça dépend énormément. C'est pas que je veux tourner autour du pot ou quoi, c'est que ça dépend énormément. Ça dépend encore une fois non seulement de la taille de l'entreprise dans laquelle un growth travaille, ça dépend de son portefeuille aussi client, ça dépend aussi du service, du produit proposé. Mais pour donner une réponse un peu concrète, tu peux commencer à entre 800 et 1200 euros quand tu es en alternance par mois, hein, en net. Après, quand tu es junior, donc c'est quand tu as entre 0 et 3 ans d'expérience, on va dire, tu peux aller sur entre 32 et 38K par an en net, ce qui fait à peu près entre 2003 et 2500 euros, voire 3000 euros, ce qui est pas déconnant, je trouve. Et après, pour les seniors, donc ça c'est quand tu as vraiment entre 10 et 15 ans d'expérience, voire un peu plus, et il y en a, tu peux aller vers du 65, 75K même en net. Ça doit faire entre 6-7 000 euros net par mois, je dirais. Ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'on peut évoluer aussi en tant que growth. D'accord, ok.
C'est clair. Alors, on l'a entendu, tu as utilisé énormément d'acronymes anglais. Est-ce que l'anglais est important pour le métier de growth hacker ? Alors pour le métier de growth hacker, je dirais pas que l'anglais est absolument fondamental. Je dirais pas ça, ce serait mentir. Par contre, c'est important, mais en réalité, même si vous avez un niveau de troisième, vous allez pouvoir vous en sortir. Là, il y a énormément d'acronymes, il y a beaucoup de mots anglais. Et en réalité, une fois que vous connaissez la définition de tous ces acronymes et de ces mots anglais, vous allez pouvoir vous en sortir. C'est juste des mots qui sont à apprendre et qui sont à maîtriser. Comme quand vous maîtrisez le français quand vous êtes enfant. C'est la même chose. Et une fois en réalité, après, vous rentrez dans une mécanique qui fait que ces termes-là, vous les utilisez de manière totalement naturelle, sans réfléchir à ce que ça veut dire. Donc non, l'anglais n'est pas fondamental. Tu nous as dit que tu t'étais formé très vite à ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à te former régulièrement ? Oui, oui, je continue de me former seul et c'est même quasiment obligatoire. C'est fondamental. En fait, le métier de growth hacker et tous les métiers du digital évoluent à une vitesse, je ne sais même pas si les gens s'en rendent compte. Il y a des techniques par exemple qui existaient il y a 2-3 mois qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ont changé. Pour te dire, même les plateformes, les plateformes genre Facebook, quand tu veux faire de la publicité sur Facebook, tout a changé. Et donc tu dois te renseigner sur les nouvelles techniques qui apparaissent. Tu dois te former sur des choses qui sont liées au growth ou au digital, mais auquel tu t'attendais pas forcément. Comme je le disais en préambule, moi tout à l'heure, je me suis formé au growth, mais je me suis aussi formé aux méthodes agiles. Et donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées, de maîtriser les méthodes agiles, tout ce qui est méthode Kanban, tout le truc. Et d'autant plus que tu as de nouveaux outils qui font leur entrée sur le marché, qu'il faut savoir maîtriser. Tu as des outils qui sont présents aujourd'hui, tout le monde en parle, qui sont devenus obsolètes au bout de 2 semaines ou 3 semaines, mais réellement, hein. Donc oui, il faut se former, ouais, il faut continuer. Hamza, quel est le mode de vie type d'un growth hacker ? Alors le mode de vie d'un growth hacker, je dirais que, bon, déjà, un growth peut très bien travailler sur site toute sa vie, hein, y a pas de souci avec ça. Là encore, ça dépend aussi de la taille des entreprises et ça dépend aussi des envies des entreprises parce que tu as des entreprises qui ont une stratégie qui permettent pas le full remote. Mais en parallèle, tu peux aussi, donc si t'es pas que sur site, tu peux faire aussi de l'hybride. Ça maintenant on le voit partout, hein, de plus en plus d'entreprises l'utilisent et c'est très bien d'ailleurs. Mais tu peux aussi tomber sur des entreprises qui acceptent le full remote. Donc c'est des entreprises qui sont donc full remote, donc en full télétravail. Donc soit c'est des entreprises qui sont en France, soit par chance, les gens ont réussi à trouver une entreprise à l'étranger. Et donc eux ils sont en full remote en France. Moi à titre d'exemple j'ai toujours été en full remote et pendant 1 an quand je faisais mon alternance j'étais digital nomade, donc ça c'est pas mal aussi. Donc pour expliquer ce qu'est digital nomade, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est simplement un mode de vie qui te permet de voyager absolument partout, de vivre dans énormément de pays, dans autant de pays que tu as envie et de travailler de ces pays-là. Moi, j'ai déjà vécu dans plusieurs pays. À chaque fois, je revenais en France, mais quand j'avais soit parce que j'avais cours avec mon école, ou soit parce que j'avais des réunions assez spécifiques ou des salons professionnels en présentiel. Mais sinon, non, j'étais jamais sur Paris. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas négligeable du tout. Et honnêtement, même si vous tombez dans une boîte qui veut vous payer 1 800 €, mais que derrière, vous êtes en full remote, honnêtement, faut le prendre parce que ce que vous allez apprendre en étant en full remote, en voyageant un peu partout, en ayant cette possibilité-là, vous le retrouverez peut-être jamais et surtout nulle part ailleurs. Et donc ça, c'est une expérience qu'il faut prendre, je pense. Et c'est vrai que le digital permet ça. Et fais-nous rêver un peu, t'es parti où dans cette année à l'étranger ? Alors moi je suis parti un peu dans plusieurs pays, donc j'ai fait tous les pays un peu limitrophes de la France, donc ça c'est un peu classique, l'Allemagne, Luxembourg, j'ai été aussi au Portugal, en Italie aussi, plusieurs fois. Je suis parti aussi, j'ai fait un road trip en Inde aussi, j'ai fait un road trip aussi en Écosse. Voilà, c'est que des pays comme ça en fait où je pensais que j'irais absolument jamais.
mais que finalement j'ai pu faire. Mais voilà, ouais, j'ai pu travailler dans plusieurs pays, Portugal aussi, et ça c'est vraiment cool. Et surtout que moi je suis photographe amateur à côté, et donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de faire pas mal de photos. Et je sais que par exemple quand j'étais en Inde, j'ai pris des photos et j'ai pu les exposer dans une petite galerie. Et donc ça c'était cool aussi, ouais, comme à faire. Trop bien, tu peux lier ta passion à ton métier finalement. Exactement. Ok, c'est clair. Est-ce que tu aurais des films, séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier à nous conseiller ? J'ai pas de podcast ou de série à conseiller. Par contre, j'ai quelques films. J'ai des films. En fait, comme je disais tout à l'heure, le métier de gros hacker, en fait, il faut avoir vraiment un esprit d'entrepreneur. Et je vous conseille grandement de vous intéresser à tous les films ou aux docu-séries qui parlent d'entrepreneuriat. Par exemple, des films comme Le Mans 66, mine de rien, c'est quand même un film d'entrepreneur. Des films comme Le Fondateur, qui parle de McDonald's, c'est à voir. Je crois qu'il y a une docu-série aussi sur Starbucks sur Netflix qui est véritablement à voir. J'ai adoré. Et je vous conseille un film aussi que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qui s'appelle Joy. Et donc qui parle d'une femme entrepreneur en qui personne ne croyait, et pourtant qui a eu l'idée incroyable de faire un balai que vous pouvez mouiller dans l'eau. Je sais plus exactement comment ça s'appelle aujourd'hui, mais en tout cas c'est elle l'inventrice de ça. Une serpillière quoi. Voilà, c'est ça, une serpillière, exactement. C'est elle qui a créé la serpillière, et donc c'était les années 70 je crois. On voit qu'Hamza il a pas l'habitude de passer la serpillière. Hein. Non, clairement pas, je vais être honnête. Non mais voilà, c'est un film qui est hyper intéressant. Ok. Et après je peux conseiller aussi des gens à suivre sur LinkedIn qui traitent du growth. Déjà Sean Ellis, le papa du growth, ça merci Sean. Et qui d'autre aussi, Neil Patel, qui a révolutionné en fait le SEO. Voilà, il a créé un outil pour ça, il a écrit énormément de choses à ce sujet. Et après en français, je pourrais aussi conseiller peut-être Kevin Dufresne, que j'ai rencontré une fois justement, qui est venu donner un cours en fait dans mon école de marketing digital. Très sympa, et qui a des bonnes idées. Qui permet vraiment de faire avancer qui permet aux gens d'évoluer vraiment dans le growth. Quand vous allez rentrer dans le growth, peut-être que vous allez adorer un outil en particulier, par exemple Notion. Et donc là, je vous conseille par exemple Shubham Sharma, qui a une page YouTube, etc., qui est vraiment... Qui donne des conseils, des tutos sur les outils. C'est ça, sur comment maîtriser Notion, qui est un outil incroyable, hein, faut le dire. Je pense que si vous n'utilisez pas Notion, vous êtes un mauvais gros hacker. J'en rigole un peu, mais tout le monde l'utilise. C'est un outil fondamental. Ok, je mettrai toutes ces références dans les notes du podcast. À bientôt Hamza, merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.